Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette webconférence. Je suis Yanis Kobzi, directeur au sein de la practice finance chez Axis Consultants. J'interviens au sein de chez nos grands comptes sur les problématiques de transformation de finance au sens large et plus particulièrement sur l'automatisation et l'automatisation intelligente du processus order. Et ça va être le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc, je suis accompagné de Lionel Bianchi. Bonjour Lionel. Yanis, excuse-moi pour le petit délai. Donc, bienvenue chez nous. Donc, Lionel Bianchi, je suis directeur associé du cabinet en charge de la practice finance, donc Axis Consultant qui existe maintenant depuis 30 ans. Donc, ça fait pas de nous une start-up, quoi, s'en faut, mais du coup, ça nous donne le recul peut-être de 30 années d'existence et de quelques crises qu'on a pu connaître. Voilà, donc la crise de l'internet du début des années 2000, la crise financière de 2008. Voilà, et on va essayer de ne pas parler de celle qui nous s'intéresse aussi un peu aujourd'hui. La practice finance, c'est trois grands domaines d'activité. Hein. C'est tout ce qui est transformation de la fonction finance. Voilà, donc on travaille beaucoup sur les aspects organisationnels, compétences des fonctions financières. C'est tout ce qui concerne l'automatisation des processus. Donc, vous avez forcément entendu parler de RPA, c'est très à la mode, mais pas que. Hein. L'idée, c'est aussi d'avoir des approches un peu plus complètes, c'est-à-dire de pas être uniquement dans la rustine ou l'optimisation de transactions, mais également, et c'est un peu le cas de notre séminaire aujourd'hui, d'avoir une approche de bout en bout, hein, notamment sur le process order to cash, mais également voilà P2P, j'en passe et des meilleurs. Et puis une troisième activité qui porte sur le pilotage de la performance, donc qui nous permet d'accompagner des populations plutôt de contrôleurs de gestion autour de tout ce qui est tableau de bord, KPI, déploiement de réforme du dialogue de gestion, animation de filière, contrôle de gestion. Donc voilà un peu les trois grands pavés, trois grands blocs de notre offre, voilà, avec des aspects un peu plus pointus. Donc aujourd'hui avec Yanis, on va plutôt faire un focus sur la partie order to cash, sujet d'actualité, hein, évidemment. Et l'idée qu'on a aujourd'hui, c'est d'initier un cycle, en fait. Hein, donc, on reviendra vers vous. Aujourd'hui, plutôt sur des aspects assez opérationnels. On s'est dit que c'était difficile, voilà, de parler de blockchain, d'intelligence artificielle, à un moment donné où où les événements nous ramènent à des choses beaucoup plus terre à terre. Mais voilà, sachez que c'est des sujets qu'on pourra traiter avec des retours d'expérience par la suite dans les futurs webinaires Order to Cash d'Axis Consultant. Voilà, Yannis, je te passe la parole, je te laisse éventuellement annoncer l'ordre du jour. Super, merci. Donc, au programme, donc effectivement, on va plutôt orienter ce webinaire autour de choses les plus concrètes possibles, les plus simples à mettre en œuvre les prochaines semaines dans le contexte qui est le nôtre lié à la crise sanitaire. Donc, comment s'assurer d'être payé finalement quand on a réalisé les prestations, on a livré les produits conformément aux attentes du client. C'est un peu le fil conducteur. On va commencer par un état des lieux. Donc Lionel va nous faire un état des lieux de la situation actuelle des entreprises, des délais de paiement associés et les premiers impacts qu'il y a pour la gestion du poste client au sens large. Puis après, on parlera du process order to cash lui-même, c'est-à-dire le cycle client bout en bout. On appellera les objectifs, les enjeux, les principales étapes, les intervenants qui interviennent sur ce processus-là au sein de l'organisation. Puis on finira par des recommandations plutôt simples, très concrètes à mettre en place, avec les moyens dont vous disposez aujourd'hui, avec le contexte qui est le contexte des entreprises, le contexte économique partagé par tout le monde. Peut-être un petit point sur la logistique. Petit rappel, donc vous avez, donc ça a été dit dans le chat, mais les micros sont coupés évidemment, mais vous avez pour autant la parole. Vous pouvez poser les questions que vous souhaitez tout le long de notre intervention, et on prendra un temps en fin de séance s'il y a des questions pour qu'on y réponde. Voilà, je redonne la parole pour l'introduction et le contexte Covid à Lionel. Voilà, bon, l'idée, c'est de revenir aussi sur les basiques, hein, quelque part. Le problème des paiements interprofessionnels, c'est pas quelque chose qu'on découvre aujourd'hui, hein, c'est quelque chose qui a fait l'objet d'une législation, dans le cadre notamment de la loi de modernisation de l'économie d'août 2008. Hein, donc, c'est quelque chose qui est très clairement balisé, hein, donc notamment
qui permet de plafonner, même lorsque les délais sont contractuels, les délais de paiement. Hein. Donc, vous avez tous en tête, en tant que professionnel, finalement, que au maximum, les délais de paiement ne peuvent pas dépasser 60 jours nets, hein, à compter de la date d'émission de la facture. Et voilà, de façon dérogatoire, on peut avoir des conditions de paiement qui stipulent un 40 jours fin de mois ou fin de mois 45 jours. Voilà, pardon. Donc voilà, les deux formules aboutissant à des petits écarts, mais voilà, sans importance à ce stade. Quelques exceptions parce que ça serait trop simple. Hein. Tout ce qui est délai supplétif, c'est-à-dire notamment dans le cas où finalement les conditions de paiement ne sont pas mentionnées au contrat, du coup par défaut, on se retrouve à devoir payer à 30 jours à compter de la date de réception. Et puis voilà, des délais spécifiques, notamment lorsqu'on est dans des factures ration périodique ou dites récapitulative, hein, donc de fin de mois où le délai est plutôt de 45 jours à date d'émission de la facture, et puis des cas liés à la commande publique ou encore à un certain nombre de prestations ou tout ce qui relève de l'exportation hors CE, sur lesquels il y a des délais un peu particuliers. Voilà, juste pour dire qu'il y a quand même un cadre clairement établi qui fait l'objet d'une attention particulière du ministère de l'économie et des finances de façon générale, mais forcément un peu plus particulière en ce moment. Hein. On se rappelle notamment d'Emmanuel Macron lorsqu'il était ministre de l'économie, hein, stigmatisé ou montré du doigt deux opérateurs télécoms qui traînaient un peu des pieds pour payer leurs factures. Donc voilà, on reste un peu plus que jamais, même si ça a été un peu positivé dans cette logique un peu name and shame, où voilà, la solidarité s'impose et l'État est très vigilant sur le respect des délais de paiement. Donc quelques rappels, mais ce qui sont ceux en fait proposés par la DGCCRF, hein, donc qui propose une documentation très très détaillée sur le sujet. Donc des rappels de bons principes, mais on reviendra dessus, hein, sur des aspects plus opérationnels. C'est évident qu'il faut être précis sur les dispositions contractuelles, hein, relatives aux conditions de paiement. Donc, vos conditions générales de vente, lorsque c'est celles qui font foi au niveau contractuel, bah, il faut que ça soit rappelé. C'est pas le tout. Il faut aussi que ça soit décliné, hein, au niveau des dates d'échéance des factures. Donc, soit à la fois rappeler les délais de paiement, mais également rappeler clairement les dates d'échéance. Bien sûr, s'il y a des problèmes, notamment en ce moment, rappeler réclamer les pénalités de retard, hein, à un moment donné, qui normalement ont été clairement stipulées de façon contractuelle, c'est jamais simple. Et puis, le droit que vous avez, une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €, hein, puisque ça peut coûter un petit peu d'argent. Et puis voilà, dernier élément qui était déjà prévu, hein, qui est potentiellement de s'adresser à la directe si le débiteur ne paie pas dans les délais ou traîne vraiment des pieds. Voilà un peu quelques rappels, je dirais, indépendamment du contexte, hein, qui était déjà clairement défini, communiqué par le ministère de l'économie et des finances. Dans le contexte actuel, forcément, voilà, il y a un avant et un pendant la crise, on va dire, au moins sanitaire. Hein. Donc, de toute façon, malgré toutes ces mesures, cette législation qui a été produite sur les délais de paiement, on se rendait bien compte qu'alors qu'elle a produit des effets, hein, si vous regardez le tableau, finalement, on est passé, bon an, mal an, de 33% de factures payées à l'échéance à presque 44%. Hein, donc, finalement, c'est la législation et ce focus qui a été porté par l'État a permis d'améliorer considérablement la situation, des pratiques du crédit inter-entreprise. Et du coup, on se rapproche finalement, même si les délais sont un peu différents, voilà, des pratiques européennes, hein, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de plafond de verre. Hein, on a du mal en Europe de façon générale et en France en particulier, voilà, de faire mieux que payer 45% des factures à l'échéance. Bon, c'est pas si mal, hein, mais voilà, ça cache aussi des fortes disparités. Et donc ces disparités-là, encore une fois, l'idée c'est pas de stigmatiser qui que ce soit, c'est de rappeler que dans l'analyse que vous avez de votre portefeuille client, bah, structurellement, hein, vous allez forcément avoir des clients qui payent plutôt déjà avant la crise une grosse partie de leur facture à échéance, donc le BTP, hein, pour des raisons sûrement structurelles, et à contrario, voilà, des clients dans lesquels voilà, on paye plutôt une partie de ces factures, une plus faible partie de ces factures à échéance. Donc voilà, c'est un élément quand même, on y reviendra derrière, hein, mais de bien prendre conscience à la fois d'éléments structurels sur ces aspects-là et qui peut être amplifié par la crise actuelle, hein, donc à un moment donné, dans l'analyse de votre portefeuille client. Si on fait un petit focus
sur des éléments d'actualité. Il y a Xerfi qui a produit hier une étude intéressante auprès des principaux dirigeants d'entreprise. Donc, voilà, juste en termes de constat, hein, donc c'était 1130 dirigeants d'entreprise. Donc, déjà, d'ores et déjà, hein, des réponses qui ont été recueillies entre le 15 et le 30 avril. Donc, il y avait déjà plus de 50% des dirigeants qui constataient un allongement des délais de paiement de leurs clients. Voilà, donc avec aussi des grosses différences, hein, d'un secteur à l'autre. Donc, toujours un point de vigilance. Avec un niveau de tension qui commence à apparaître avec les clients très différents selon les secteurs et qui semble justement assez corrélé à cette dégradation des délais de paiement, hein, clairement. Euh, Peu d'entreprises qui sont d'ores et déjà confrontées à des difficultés de trésorerie à proprement parler. Voilà, 5%. On pouvait s'attendre à plus. Je pense que les entreprises ont largement mobilisé tout ce qui était dispositif de report des paiements des échéances sociales ou fiscales, hein, éventuellement bénéficier aussi des garanties BPI. Mais voilà, hein, on est quand même dans une situation où on se dit que la crise sanitaire, à un moment donné, pouvant être un jour derrière nous quand même, on a quelques doutes sur le fait que ne va pas succéder un problème plus économique et des difficultés financières d'ici à la fin d'année. Donc, c'est un peu le point de vue de 50-60% des dirigeants d'entreprise. Ça, c'est corroboré un peu aussi par leur prévision et leur vision de la reprise. Hein. Si vous regardez les trois graphiques du bas, bon, la reprise, on voit bien que pour petite majorité relative, hein, une grosse minorité, finalement, on a plutôt des perspectives qui sont pas très florissantes, hein, avec des chefs d'entreprise qui imaginent plutôt une longue remontée vers le niveau d'activité de départ. Hein. Donc, même si d'autres sont plutôt sur une courbe en V, hein, donc, ça explique aussi voilà, les anticipations des dirigeants sur les aspects trésorerie et encaissement pour les mois à venir. Donc, du coup, voilà, forcément, hein, en 2019, l'encours client, c'est 672 milliards d'euros, hein, près de 700 milliards d'euros. Donc, c'est forcément un élément important de la trésorerie, du financement des entreprises. Voilà, et c'est déjà structurellement soit 25% des causes de faillite d'entreprise, hein, les problématiques de règlement associés. Donc, forcément, il y a un point de vigilance très important qui a été mis sur le sujet, un comité de crise qui a été créé par le ministère de l'Économie et des Finances. Hein, donc, je vous renvoie éventuellement au site du ministère, donc par Bruno Le Maire, avec la Banque centrale, la Banque de France et les médiateurs du Crédit des entreprises. Voilà, donc qui permettent de signaler notamment tous les manquements concernant les grandes entreprises, hein, de nos signalements des comportements anormaux, hein, donc absence de validation de factures, retard dans l'émission des bons de commande, révision à la baisse des prix, tarifs convenus, hein, voilà, donc autant, et on y reviendra, hein, le dernier point, bon, on sent forcément qu'il y a forcément une intention, hein, derrière, autant sur les points 1 et 2, voilà, c'est pas, il faut pas tout de suite crier au loup, hein, à un moment donné, il y a peut-être des choses à faire et on a peut-être chacun comme on est à balayer devant notre porte pour aussi nous assurer que cette absence de validation ou les retards sont pas liés aussi à nos processus internes. Il y a aussi quelques raisons plus conjoncturelles, hein, qui devraient se régler progressivement, on l'espère. Forcément, les fermetures d'entreprises, hein, pour cause sanitaire, donc forcément les services de comptabilité fournisseurs qui doivent payer aux factures, bah, et qui sont éventuellement confinés, hein, qui n'ont pas eu forcément tout de suite accès à leurs ressources ou qui sont en chômage partiel, hein, donc dans les entreprises qui ont dû mettre en place un plan de continuité d'activité, voilà, qui est plus ou moins opérationnel et qui peut expliquer aussi beaucoup des aspects des retards qu'on enregistre également, des problèmes aussi de délai d'acheminement du courrier, hein, notamment pour tout ce qui est ordre de paiement domicilié. Donc, la Poste, ça a remis tout ça en place, hein, mais elle est confrontée, comme toutes les autres entreprises, à des problématiques d'organisation du travail. Et puis, dans ce grand paysage, je pense une initiative qui est plutôt une initiative positive, hein, qui visait à mettre en évidence des entreprises que le gouvernement qualifie d'entreprises solidaires, donc qui se sont engagées très tôt à anticiper même le règlement des factures. Donc, il faut saluer, voilà, Bouygues Télécom, Danone, EDF, Enedis, hein, Iliad, Jouve, L'Oréal, Orange, Sodexo, Système U, Action Logement, GRDF, GRT Gaz et Michelin qui ont rejoint
les 10 premiers annoncés, voilà, hier ou avant-hier. Donc, je pense que c'est très important, finalement, que dans ce contexte-là, cette démarche de solidarité soit saluée et que, voilà, peut-être que le bon comportement pour s'assurer du règlement de ces factures, c'est de commencer à payer les factures de ses fournisseurs. Voilà, Yannis, je pense que petite introduction de contexte, mais voilà, qui permettait de poser un peu le sujet et de voir dans ce contexte-là, bah, voilà, quelles sont les marges de manœuvre, finalement, euh, des entreprises. Tout à fait. Je te remercie Lionel pour cet éclairage. C'est vrai qu'on se rend compte quand même, malgré tout, déjà avant la crise sanitaire, la crise du Covid, le sujet de règlement était déjà sur la table. Et c'est vrai que dans cette période-là, déjà avant de subir cette crise, on constatait quand même des retards de paiement assez importants et des conséquences qui peuvent être très importantes pour les entreprises, d'une part, et très grave parfois parce que, comme tu disais, ça cause parfois 25%. Enfin, c'est l'une des premières causes des dépôts de faillite avec 25% des entreprises qui atteignent ce niveau assez gravissime. Donc, il est très important, du coup, de comprendre pourquoi. Donc, pourquoi on n'arrive pas à ce plafond de verre, pourquoi on n'arrive pas à améliorer les délais de paiement. C'est vrai que assez facilement, on constate et on voit quand même que d'avoir le réflexe de, entre guillemets, remettre la cause ou imputer ce retard-là à la mauvaise volonté du client, ce qui arrive, ce qu'on a constaté beaucoup quand même ces dernières années. Néanmoins, il faut savoir que c'est pas la principale raison. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que l'une des principales raisons du retard de paiement des factures, c'est que nous-mêmes, enfin les entreprises, les fournisseurs, donc les entreprises qui émettent les factures, elles-mêmes ont des problèmes dans le processus interne et des dysfonctionnements en fait en réalité vont impacter ce processus-là. C'est vrai que quand on voit les chiffres de 40%, de problème, on se dit que c'est une raison qui est quand même, comment dire, prédominante, d'une part. Et puis, ce qui est aussi rassurant, c'est que c'est un levier. Enfin, c'est une raison sur laquelle on peut agir. C'est vrai que quand on voit les difficultés financières du client, donc qui représentent comme une part minoritaire des impayés ou des retards de paiement, puisqu'effectivement, on constate que 9 entreprises sur 10 qui payent en retard, finalement, sont solvables. C'est pas la principale raison. L'autre raison qui est mise en évidence, qui étaient les exigences excessives des clients, de la mauvaise volonté ou des incompréhensions en tout genre. On a des leviers, évidemment, pour agir là-dessus. Mais ça reste quand même voilà, des choses difficilement vérifiables, difficilement modifiables. Donc, se recentrer sur quoi on peut agir, donc avoir un processus avec comportant le moins de dysfonctionnement possible, qui soit le plus fluide possible, c'est l'une des façons de s'assurer d'être payé une fois que les prestations ou le produit a été livré. Donc c'était le cas. Donc ces stats concernent évidemment la période avant crise, si je peux m'exprimer ainsi, et donc on peut se poser la question est-ce que ça va se dégrader? Donc potentiellement tu l'as un peu expliqué Lionel, c'est de se dire que les comportements des clients, en tout cas la situation financière des clients va potentiellement changer. Il y a de grandes chances, on prend trop de risques en disant que la cartographie des bons payeurs, mauvais payeurs, payeurs à temps va plutôt être redistribuée. Donc, se recentrer sur ce processus va vous donner les capacités, se recentrer sur ses propres moyens, sur ces leviers qu'on peut actionner du côté de l'émetteur dans la facture, va vous permettre de capter le maximum de factures, va permettre de capter indépendamment de la situation du client. Alors, quand on dit que ça concerne les dysfonctionnements liés au processus, donc de quel processus on parle, de quelles étapes on parle, c'est vrai qu'on va évoquer le cycle client, ou encore process order to cash, comme on l'appelle, c'est-à-dire c'est toutes les étapes, toutes les étapes qui traversent toutes les fonctions d'entreprise et qui vont permettre du coup de garantir, une fois qu'on a réalisé la prestation, de facturer et d'être payé en retour. Donc si l'histoire commence souvent en réalité du coup au niveau d'une relation commerciale, hein, donc un processus d'avant-vente, avec une expression de besoin exprimée par le client, parfois des appels d'offres, un process de sélection, pour finalement conclure la vente. Une fois la vente conclue, on rentre dans une phase de contractualisation, donc phase
extrêmement importante parce que c'est là qu'on va stipuler formellement du coup tous les accords, enfin, toutes les modalités qu'il y a entre donc, cette relation qu'on appelle de plus en plus partenaire, client-fournisseur. Et de ce fait, on va mettre dedans, on va indiquer les modalités évidemment de prix, mais aussi les modalités de paiement avec potentiellement, c'est là où on décide de comment on sera réglé. Donc le moyen de paiement très important. Évidemment que le virement est plus sécurisant que le chèque, ou encore le virement. Donc c'est dans cette phase de contractualisation qu'on échange et qu'on décide, évidemment avec des leviers parfois imposés par des leviers un peu faibles, des possibilités d'agir un peu faibles parce que le client peut imposer certaines choses, mais il y a quand même des discussions qui peuvent s'entamer euh, pour, euh, pour bien sécuriser cette phase-là. Une fois que cette étape-là réalisée, on va restituer, euh, on va saisir dans les systèmes d'information toutes les informations liées au contrat, au client, aux articles, pour avoir un référentiel client qui est plutôt de qualité pour pouvoir après enchaîner les étapes qui suivent, c'est-à-dire la commande et la facturation. Donc, sur la partie de gestion des commandes, là, c'est tout le processus qui va être mis en œuvre pour délivrer le produit, le service ou la prestation, donc avec toute la gestion des commandes, des bons de commande, tout le workflow de validation de la commande qui va suivre du coup après toute la phase de réalisation de la prestation ou la livraison du produit ou la production du produit. Donc, il y a un lien qui va se créer entre les équipes opérationnelles de production, d'exploitation et les équipes plus des fonctions support. Et puis, une fois qu'on a réalisé tout ça, évidemment, on livre au client et puis on obtient un PV en bon de livraison pour que le client nous dise, OK, on est d'accord, la prestation a été réalisée conformément à ce qui a été commandé. Et là, on peut enclencher la phase de facturation, donc étape charnière, évidemment, avec tout ce que ça comporte. Donc là, on verra un peu plus dans le détail comment bien facturer, comment s'assurer de bien facturer, euh, comment s'assurer de bien facturer. Excusez-moi, il y a un petit souci d'affichage. Je reviens au slide qui nous intéresse. Voilà. Comment s'assurer de bien facturer avant, du coup, à qui j'adresse ma facture. Voilà. Donc, à qui être sûr d'avoir tous les éléments côté client pour s'assurer que je l'envoie avec le bon canal au bon destinataire côté client, et puis avoir les moyens de suivre et de s'assurer qu'elle a été bien réceptionnée, bien été traitée. Donc, en seconde, une fois qu'on a facturé, on n'a pas fini le processus pour autant, c'est-à-dire que le client a reçu sa facture conforme euh, et qui répond à ses exigences, va payer. Mais une fois qu'il a réalisé le paiement, il y a tout un processus donc de constatation du revenu côté entreprise qui a émis la facture. Et là, commencent les process de lettrage et de comptabilisation qui, eux, évidemment, sont aussi très importants pour bien s'assurer que les factures correspondent bien aux prestations, faire le lien entre les factures qui ont été payées aux prestations qui ont été commandées. Puis évidemment, On voit bien, Yanis, que c'est un processus finalement voilà, qui est quand même assez complexe, compartimenté, qui relève à la fois de logique administrative, de logique production, il y a de la comptabilité, il y a des relations avec de nombreux acteurs aussi externes. Donc, l'idée de cette présentation aussi, hein, même s'il y a beaucoup de choses que vous connaissez déjà, hein, c'est aussi de montrer qu'une démarche finalement de type processus, optimisation de processus, a toute sa place, quoi. À un moment donné, on voit bien que à ces différentes étapes, les possibilités de dysfonctionnement, en tous les cas, hein, je ne sais pas ce que tu en penses, Yanis, sont oui, exactement. Elles peuvent apparaître à toutes les étapes du processus. C'est vrai que l'idée, c'est de rappeler, même si évidemment le processus, vous connaissez, j'allais dire, mieux que nous, parce que c'est vous, en tout cas vos équipes ou Focala qui vont l'exécuter, mais de rappeler effectivement que des étapes diverses qui font intervenir des équipes euh, au sein de toutes les fonctions d'entreprise, en tout cas énormément de fonctions d'entreprise, des commerciaux, des équipes de production, des équipes d'administration, des DSI auxquels on va demander une contribution avec des extractions particulières ou des flux à fluidifier, à sécuriser, jusqu'à la phase de recouvrement avec des acteurs qui peuvent être externes, à coordonner, des intérimaires ou des CSP encore qui sont organisés en interne ou en externe. Et puis peut-être le dernier message sur ce cycle avec une vue d'ensemble, c'est la complexité de systèmes d'information qui crée aussi du risque et qui
j'allais dire, impacte la performance de ce processus parce qu'on va avoir autant des CRM, des ERP, la gestion du référentiel, avoir des systèmes d'information de production, des solutions de logistique, des facturateurs potentiellement si c'est pas fait dans le ERP, des solutions de recouvrement, des plateformes dédiées. Et si on ajoute à tout ça les Excel, le mail et les échanges de téléphone, on voit que la complexité du sujet, elle est extrêmement forte. Du coup, le message, c'est de effectivement raisonner de bout en bout, revoir le process de manière bout en bout. Donc, pour aller en faisant l'exercice et en compilant un peu ce qu'on constate nous chez les clients, en faisant une analyse des causes de manière un peu lean management, donc on va recenser un certain nombre de dysfonctionnements avec évidemment des degrés différents. Donc, le premier, c'est lié à l'outillage ou à la solution, donc ce que je viens d'évoquer, donc des systèmes d'information très disparates. Mais néanmoins, on constate quand même un manque de digitalisation de manière assez généralisée sur le process. Juste pour donner un exemple peut-être sur la facturation et sa dématérialisation. Donc, on sait qu'aujourd'hui, il reste quand même une part de papier qui est assez importante. Donc voilà, c'est quelque chose qui va retarder évidemment les processus de validation et d'envoi. On peut aussi citer tout ce qui est en lien avec la signature, la validation des documents, que ce soit les PV, les livraisons, les contrats ou encore les factures. L'absence de signature électronique, par exemple, dans certains cas, on sait que les délais de validation augmentent, jouent beaucoup sur les délais globaux de facturation qui ralentissent parfois le processus, ce workflow-là. Donc voilà, la signature électronique peut apporter sur de la fluidification. Euh, on peut aussi évoquer le manque d'automatisation intelligente. Donc, on voit que les tâches chronophages, répétitives, manuelles commencent de plus en plus à être robotisées. Comme tu citais tout à l'heure, la RPA qui commence à se déployer de manière large, mais le pas d'aller vers des solutions plus cognitives, plus intelligentes, n'est pas encore complètement franchi. Il y a des solutions qui font appel au machine learning ou encore à des algorithmes prédictifs qui permettent, que ce soit sur les aspects recouvrement, sur la partie prédiction, sur l'aspect machine learning, plus des solutions, par exemple, qui vont vous aider à rapprocher de la manière la plus fluide possible, rapprocher les paiements des postes non soldés, existent et sont disponibles et opérationnels avec de beaux succès en production. Le deuxième sujet est celui de la gouvernance, c'est-à-dire tout ce processus-là fait intervenir énormément d'acteurs, donc on l'a vu. Donc le partage des rôles et des responsabilités est très important, de savoir qui doit faire quoi, à quel moment, à chacun niveau de ce processus-là est très important parce que parfois la responsabilité sur ce process-là, elle est un peu diluée. On ne sait pas qui doit relancer le client, qui est en responsabilité de valider des délais de paiement, qui doit le contacter pour avoir des infos complémentaires. Parfois, c'est pas extrêmement clair et on peut s'embrouiller là-dedans. Un autre aspect qui est important, c'est le monitoring de ce process avec le suivi à tous les niveaux de son exécution, la facturation, recouvrement, la relance. On va l'évoquer plus tard. Un autre aspect peut-être plus qui était déjà vrai, mais qui le sera un peu plus avec la conjoncture actuelle, c'est la situation financière du client, qu'il faut évidemment se renseigner là-dessus, son scoring, c'est un client fragile ou pas, le fonctionnement de sa comptabilité client, sa comptabilité fournisseur, pardon, en ce moment. Donc, est-ce qu'il y a des baisses de charges de son côté qui fait qu'il n'arrive pas à absorber toutes les factures qu'il reçoit? Ça peut expliquer un délai de rallongement de paiement. Contexte économique, évidemment, qui va suivre la crise sanitaire, qui sera, on imagine, beaucoup plus difficile que précédemment. Et puis un cadre réglementaire qui, lui, va évoluer. Donc, comme tu disais, Lionel, qui va s'adapter, peut-être plus de souplesse, peut-être plus de rigueur, plus d'attention à certains secteurs pour garantir la fluidité de ces créances interentreprises. Et enfin, peut-être deux sujets data et organisation. La data, donc se recentrer sur une qualité de données. Évidemment, on voit bien que la qualité de données joue sur tout l'ensemble du processus dès le départ. Quand je saisis, quand j'intègre mon client, que la data soit à jour, les adresses sont à jour, tout ce qui concerne les informations clients soit à jour pour que le processus se déroule de manière fluide après. Puis un sujet organisationnel avec des sujets d'internalisation et d'externalisation, peut-être un peu plus des réflexions un peu plus à long terme, mais on voit bien que les choix qui sont pris parfois peuvent impacter la performance de ce processus-là et l'organisation aussi du client. Et ça, je l'ai évoqué dans la partie environnement. Je vais aller un peu plus vite parce qu'on voit que le temps passe un peu vite. Donc, c'est un exercice, on a fait l'exercice de hiérarchiser ces causes avec une règle de 80-20. Et c'est vrai que ce qui ressort en tout cas ce qu'on observe nous chez nos clients, c'est que les problèmes liés à la facturation, les manques de pertinence dans la relance et la méconnaissance du client vont regrouper les principaux
comment dire, les principales causes de retard des factures et d'augmentation des impayés. Donc, quels sont les leviers, du coup, qui vont nous permettre d'agir à court terme? Donc, une fois qu'on a dit tout ça, c'est vrai qu'on les a catégorisés en trois grandes familles. Se recentrer sur le client est extrêmement important. Parce que bon, le client, il va subir la crise comme vous, en réalité. Du coup, il va faire ce qu'il peut quand il peut. Il faut se rappeler que sa volonté, enfin, il n'a pas forcément envie de ne pas vous payer, au contraire. Donc, il faut plutôt se recentrer sur lui et lui donner toutes les possibilités, lui faciliter la vie, finalement, pour qu'il vous règle ce qu'il vous doit. Donc, actualiser, d'une part, régulièrement les informations de sa solvabilité, ce que tu as cité, donc les sites de DG, CCRF, et aussi il y a Alteres aussi qui propose donc c'est des données gratuitement en cette période de crise. Nous, une relation continue, donc savoir la situation opérationnelle du client, en plus de sa situation financière. Il suffit pas comment se comporte son CSP fournisseur aujourd'hui. Est-ce qu'il a la capacité d'absorber la charge? Est-ce qu'ils sont sous-effectifs? Est-ce qu'ils ont mis de nouvelles procédures? Donc, s'adapter aussi par rapport à ce que le client peut faire de son côté à lui. Tenter de prévoir son comportement de paiement. Et puis, dernière chose sur le client, c'est que on voit bien que les solutions, comment dire, des solutions de contournement vont un peu se multiplier dans cette phase, dans les semaines, dans les mois qui vont arriver. Donc, faire avec ce qu'on a, on n'a pas forcément la capacité de faire évoluer, de se transformer de manière assez rapide. Donc, trouver des solutions très opérationnelles, alternatives aux clients, lui proposer, par exemple, s'il payait en chèque et que l'acheminement via le courrier qui subit quelques ralentissements imposés par le confinement puisse être contourné, donc lui proposer des solutions de paiement en ligne, par exemple, ça peut accélérer les paiements. Deuxième point central, être irréprochable sur la facture, donc avec le point central qui est de respecter le formalisme, imposé par la loi d'une part, parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de mentions légales qui sont toujours pas apposées sur les factures, donc ça génère des rejets et un rejet multiplié par 6 le délai de traitement de la facture chez certains clients. Et puis d'autre part, les spécificités que le client peut vous imposer également. Donc en gros, le message, c'est de s'assurer que la facture contient toutes les informations nécessaires, réglementaires, liées à la commande, toutes les informations qui, entre guillemets, si je peux le dire ainsi, ne génèrent aucun blocage, aucun prétexte côté client pour la contester. Un autre sujet, c'est la dématérialiser la facture. Ça paraît évident en ce moment. Ça rejoint le point que j'ai cité dans les constats. Des solutions simples existent. On voit bien que voilà, nous, au niveau d'Exis, il y a des clients qui se sont adaptés et qui nous envoient de la facturation comme dématérialisée avec DocuSign, par exemple. Dernier point, peut-être sur la partie levier à activer un peu à court terme, c'est tout ce qui concerne le recouvrement. Donc, on voit bien qu'il est temps de, si c'est pas déjà fait ou si c'est fait, l'accélérer, d'adapter la stratégie, en tout cas les modes de recouvrement en fonction du profil du client, ne pas le sur-relancer, ne pas le sous-relancer, être vraiment pertinent dans la partie relance. Et là, ça nécessite de connaître son comportement. Ça rejoint le premier point que j'ai cité. Et puis, quelque chose qui marche aussi d'assez assez opérationnel, c'est de prévenir le client avant d'envoyer la facture, facture préventive, lui dire, voilà, lui donner de la visibilité, on va vous envoyer la facture sur ces prestations dans cette période-là pour que lui aussi il anticipe les travaux qui s'organisent pour pouvoir régler ces factures. Puis dernier point, toujours privilégier effectivement la médiation ou le règlement à l'amiable, parce qu'on constate, c'est les chiffres qui le disent, que 9 impayés sur 10 sont réglés en fait à l'amiable. Donc un dernier élément peut-être pour vous donner quelques billes, comment mettre en pratique, mettre en musique toutes ces recommandations que je viens d'énoncer. C'est vrai que le message est clairement de dire on fait avec ce qu'on a, on fait avec les équipes qu'on a, on fait avec les systèmes d'information, les outils que nous avons aujourd'hui. Donc, on vient proposer une méthodologie, un plan d'action à très court terme qu'on a nommé Lean Cash, qui va permettre d'accélérer, de sécuriser toutes ces étapes-là, de mettre entre guillemets une dynamique autour de tous les acteurs qui sont impliqués dans la collecte de cash lors des prochaines semaines. Donc c'est des choses extrêmement concrètes
l'une d'entre elles, c'est de nommer quelqu'un qui va être ce qu'on appelle le cash officer. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas spécialiste du credit management, c'est plutôt quelqu'un de fédérateur qui a une capacité de booster, de donner une dynamique à tout ce processus-là, pour le piloter et pour faire, enrôler les acteurs qui participent à cet effort pour sécuriser les paiements dans cette période de crise. Donc, autre chose, l'une des responsabilités de ce cash officer, c'est de bien définir les responsabilités à chaque étape du processus qu'on a défini. Est-ce que c'est le commercial qui doit relancer le client? Est-ce que c'est la comptabilité client? Est-ce que c'est le service de recouvrement? Ne pas le faire plusieurs fois, évidemment. Donc, voilà, bien définir les responsabilités de chacun, se les partager entre tous les services impliqués. Puis formaliser une checklist, un pas à pas, des actions qui doivent se faire de manière hebdomadaire ou 15 jours pour que chacun sache ce qu'il doit faire à tout moment. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment un ensemble de... Je vais peut-être aller un peu plus vite sur les autres étapes en disant l'objectif, c'est de sécuriser, donc mettre vraiment toutes les énergies pour sécuriser la collecte du cash auprès des clients qui peuvent évidemment vous payer, trouver des actions de contournement à chaque fois qu'on trouve un blocage. Et cette méthodologie donc, qui a marché pour nous, on l'a appliquée dans d'autres circonstances, ce qu'on appelait avant voilà, des task force dédiées, donc bien les animer, trouver les bonnes personnes, bien donner une dynamique avec des daily meetings de 30 minutes, notamment si tout le monde est en télétravail à distance, donc suivre régulièrement l'avancement du pas à pas, donc mettre une rigueur et attribuer des tâches claires et précises à chacun du coup des services qui interviennent dans cette task force, je vais l'appeler comme ça, c'est pas grave, qui est en charge de collecter le cash auprès de nos clients. Évidemment, tout ça piloté par un tableau de bord. On imagine, évidemment, on a mis quelques indicateurs, il faut bien les définir avec les opérationnels et avec les personnes en charge pour bien piloter cette activité et assurer du coup des résultats par rapport aux actions, aux efforts qu'on a mis en place. Voilà, je suis allé au bout de tout ce que je voulais vous dire sur cette partie très opérationnelle. Je ne sais pas, Lionel, si je t'en prie. Non, mais je pense que voilà, l'intérêt aussi, hein, c'est de dire qu'on a dans ce contexte finalement peu de leviers pour améliorer la santé financière de nos clients. Donc l'idée, c'est de jouer sur tous les leviers internes, opérationnels dont on dispose. Hein, à un moment donné, le diable est dans le détail, donc de s'améliorer en vitesse accélérée en fait sur tout ce processus en mobilisant les commerciaux, effectivement. La partie administration des ventes, la partie recouvrement, la partie comptable, tous ces acteurs-là, à un moment donné, comme s'ils n'étaient qu'une seule équipe, hein, à un moment donné, et se mettre dans des démarches vraiment d'amélioration continue. Donc, de mettre tout ça sous pilotage, d'avoir les bons KPI, les bons indicateurs opérationnels qui vont permettre, outre la balance AG hein, ou le DSO, hein, mais plutôt sur des détails opérationnels, hein, de rétablir la situation, de renouer le contact ou de l'intensifier avec le client. Hein, c'est comme ça la finalité. Donc voilà, l'idée qu'il y a dans ce webinaire, c'est voilà, c'est pas faire rêver sur le grand soir avec des transformations qui viendront peut-être un jour, mais plutôt de se dire concrètement, voilà, en quoi une démarche d'excellence opérationnelle, même menée dans une période de crise, donc de façon un peu urgente, peut apporter des résultats. Et on voit bien avec ce qu'a dit Yanis, voilà, que finalement, pour 40%, finalement, c'est les causes de dépassement des délais sont liées à des dysfonctionnements chez nous. Hein, donc l'idée, c'est bien de balayer devant notre porte et d'optimiser, d'exploiter au maximum ce levier qui est voilà, la réduction des délais d'exécution dans tout ce qui est la facture, ce qui est fait, et de voilà, supprimer tout ce qui est finalement générateur de retard dans le règlement. Voilà, donc pour ça, clairement, hein, Axis et notamment la BU Finance, voilà, peut vous accompagner, hein, forcément en mode un peu léger. L'idée pour vous structurer un peu ce qu'évoquait Yanis, hein, cette task force qui va pouvoir mettre sous pilotage avec un process owner ou un cash officer
voilà, piloter toutes les initiatives qui vont pouvoir être prises, menées dans l'entreprise pour voilà, les plans d'action pour régler tous les dysfonctionnements constatés. C'est le moment ou jamais. Hein, c'est pas le moment de parler d'autres choses, d'aspects plus structurels, mais c'est le moment finalement d'améliorer en vitesse accélérée votre processus, de sortir du plat de spaghetti hein, et pour voilà hiérarchiser un peu tous les dysfonctionnements, identifier les responsabilités, mettre en place tous les quick wins qui vous permettent de fluidifier ce processus à très très court terme. Voilà donc à votre disposition hein, pour travailler sur ces sujets. Encore une fois en mode task force dans les prochains jours, prochaines semaines. Merci beaucoup. Alors, le chat n'est pas parti précisément des questions particulières. On dit que c'est très clair, c'est très bien, merci. Donc, on vous remercie et on vous dit à très bientôt pour une autre session autour du processus Order to Cash. Bonne journée, à Merci bientôt. à tous, au revoir. Au revoir.